Et au menu de l'essentiel politique ce soir, le conclave sur les retraites. Dernière tentative d'accord ce lundi après des mois de concertation. L'heure de vérité pour François Bayrou. Le spectre de la censure plane toujours au-dessus du Premier ministre. On se penchera aussi sur ce qui s'est passé cette semaine à l'Assemblée nationale. Les députés du Rassemblement national et les députés Les Républicains ont uni leurs voix pour détricoter l'une des réformes environnementales du quinquennat Macron. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Un socle commun, voire une union des droites, serait-elle en train de voir le jour ? Et puis la femme de la semaine, c'est Rachida Dati, en tête dans les sondages pour les municipales à Paris, mais éclaboussée par de nombreuses affaires. Elle contre-attaque, parfois violemment, vous le verrez. Et pour commenter cette actualité très riche, notre invité aujourd'hui est Jean-Christophe Gallien. Bonsoir, conseiller en communication politique. Merci d'être avec nous. Je voudrais, pour commencer, vous faire réagir à l'information de la journée. Les États-Unis qui ont mené plusieurs frappes contre l'Iran la nuit dernière. La France assure qu'elle n'en avait pas été informée. Est-ce que Paris est complètement hors jeu face à ce qui se passe au Moyen-Orient? Comment la France peut naviguer dans cette crise internationale? C'est une vraie dimension de cette période. Je pense que vous avez raison de dire hors-jeu. On est dans quelque chose qui fait qu'on a un sentiment de prise sur rien, c'est-à-dire que même dans la forme, si vous voulez, la forme, c'est une erreur de situation lors du passage du nouveau pape, ça rappelez-vous, à Rome, entre la conversation entre M. Zelensky et M. Trump, Emmanuel Macron voulant s'imposer. C'est même des échecs de communication visuelle. Et là, à la sortie... Là, on le voit en train de tenir un conseil de défense ce soir. Ça, c'est un autre truc. Ça veut dire que, et je vous rappelle encore une fois, la gifle qu'il a reçue après vouloir raconter pourquoi, commenter pourquoi Donald Trump, c'est un autre président qui s'en va dans son pays, après, au moment du G7, et se faisant recadrer immédiatement. Donc, on est à la fois dans la forme en échec, et je crains fort que même un conseil de défense pour dire quoi? Pour regarder les événements se faire, pour être en permanence à contre-tempo. Vous êtes une chaîne internationale, vous traitez par exemple de l'Afrique. On a un Sahélistan en France, si vous voulez, où on s'est fait sortir de l'ensemble de ces pays. C'est un échec de la diplomatie française qui est répété et répété, si vous voulez. Donc là, il n'y a pas une grande surprise. Comme on est à contre-temps encore. Et dans l'affaire qui est en train de se dérouler sous les yeux, oui, c'est la force, oui, c'est passer peut-être contre le droit international, oui, c'est se fiche de l'ONU, oui, c'est choisir une autre option, mais la réalité, c'est que si vous regardez les commentaires exogènes, même en Europe, la France est un petit peu isolée. C'est-à-dire que Mme Callas, elle dit des choses très doucement parce qu'elle a peur de prendre une vraie position. C'est Madame la chef de la diplomatie européenne, la ministre en gros de l'affaire étrangère au niveau européen. Et puis le chancelier Merz qui change complètement ce qu'il disait en Allemagne d'habitude, qui dit mais en fait ils font le sale boulot pour nous. C'est très clair. Et le Français, il est là en train d'attendre et à regarder ce qui se passe. On a mis des heures à réagir ce matin. Monsieur Barrot qui s'occupe de Harvard la semaine dernière, au même où on pouvait parler la semaine dernière, parler de Harvard. C'est affolant à quel point, si vous voulez, on est en dehors des clous. En dehors des clous, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, est-ce qu'on est capable même d'avoir une option avec l'Iran elle-même? C'est-à-dire, en l'occurrence, on a fait une rencontre avec... Il y a des appels téléphoniques. Des appels téléphoniques, mais ce qui s'est passé hier, en l'occurrence, quand il y avait en Suisse, le président iranien a immédiatement dit l'inverse de ce que le soi-disant, pas conclave pour le coup, mais rassemblement de ministres des Affaires étrangères avec les siens, avait pu dire auparavant. Donc, on est hors du jeu. Et je ne sais pas comment va se passer le sommet de l'OTAN cette semaine qui va se dérouler ici, parce que ça pose une vraie question, une vraie difficulté. On passe au conclave, cette fois, celui sur les retraites. On retourne sur la politique française. Ce conclave, il s'achève ce lundi. C'est le dernier tour de table, la dernière chance de trouver un accord entre syndicats et patronat après 4 mois de concertation. Pour rappel, l'objectif, c'est d'amender l'impopulaire réforme des retraites qui porte l'âge de la retraite de 62 à 64 ans. François Bayrou semble encore y croire. Il propose notamment une prime aux salariés qui accepteraient de travailler plus longtemps. On va l'écouter. L'idée qu'un salarié qui aurait atteint ses droits à la retraite, s'il décide de rester au travail, on peut lui verser une partie de sa retraite en plus de son salaire. Cette idée-là, qui est un encouragement à l'activité et qui est de nature à faire changer le pourcentage des personnes restant au travail. Je suis persuadé que tout le monde a à y gagner. C'est une proposition que j'ai faite individuellement à chacun des protagonistes autour de la table. Et je suis persuadé que c'est une amélioration nette de la situation et qui permet un meilleur équilibre financier. Bon voilà, François Bayrou qui tente toujours de parvenir à un compromis. On peut d'ores et déjà parler d'échec ou bien
il faut encore y croire. Ouais, c'est à peu près le même niveau que celui qui vous disait qu'on pouvait régler les problèmes de couteaux en France en interdisant la vente des couteaux à 15 ans, si vous voulez. C'est à peu près le même niveau. Je suis un peu méchant, mais c'est un peu ça. Si vous voulez, une problématique technique, là où il y a un échec du conclave, concrètement, divisions qui sont insurmontables, avec même des syndicats qui sont partis, avec un pari qui a été fait par le Premier ministre, qui est plutôt intelligent, remettre le dialogue social en route, obliger les partenaires sociaux à travailler ensemble. Alors ça oblige maintenant le Premier ministre à avoir une initiative politique, mais qui, pour le coup, est très risquée, puisque sa situation personnelle à lui n'a pas changé. On en parle semaine après semaine. Son gouvernement est minoritaire et très en danger à l'Assemblée nationale. Donc, comment revenir sur quelque chose qui a été déjà une vraie difficulté, c'est-à-dire une difficulté politique. Rappelons-nous comment ce texte a été imposé, finalement, même au Parlement. Et donc, avec quelque chose qui, finalement, aujourd'hui, va redevenir un objet politique. C'était quelque chose où il avait gagné du temps. L'objectif pour François Bayrou, c'était de dire, oh là là, je passe le ballon à d'autres personnes et pendant ce temps, je m'occupe d'autre chose. En espérant qu'avant l'été, une solution puisse être trouvée en disant voilà, sinon c'est moi qui reprends la main. Mais reprendre la main pour dire ça, il va avoir beaucoup de mal à l'Assemblée nationale et évidemment au Sénat à faire passer autre chose. Donc il a une possibilité de texte correctif, mais qui du coup, encore une fois, je le redis, doit repolitiser la situation. Et donc c'est une séance à ce moment-là qui va se redérouler avec des gens qui vont s'affronter politiquement et puis à travers les partenaires sociaux. Il s'est engagé à présenter ses conclusions de ce conclave devant le Parlement. Est-ce qu'il risque la censure à cette occasion? Est-ce qu'il risque son poste? Ça dépendra de ce qui sort comme texte, si vous voulez, s'il y a des vraies options, s'il y a des vrais choix, est-ce qu'on va vers quelque chose de très affirmé? Là, il nous fait une petite recette technique. Je veux dire, il n'est pas le conseiller technique de son propre ministre du Travail. Il est le Premier ministre de ce pays. Donc c'est compliqué d'avoir ce niveau de conversation, même s'il le fait depuis le Bourget, avec beaucoup d'avions derrière, qui par ailleurs, font peut-être beaucoup de bruit autour de lui. On reste à l'Assemblée nationale, où cette semaine encore, les Républicains et le Rassemblement national ont uni leurs voix pour soutenir un amendement qui instaure un moratoire sur les énergies solaires et éoliennes. Ils étaient déjà parvenus à s'entendre pour supprimer les fameuses zones à faible émission. Est-ce qu'on assiste à la fin du fameux cordon sanitaire autour du RN ? Alors, c'est clair que vous avez raison de dire qu'il y a peut-être une fin, mais une fin qui a commencé depuis un certain temps sur différents textes et différents sujets. Je crois qu'il y a des thématiques où il y a vraiment, pour le coup, dans cette architecture très proportionnaliste de l'Assemblée nationale, où il faut trouver des camarades, des associés. On a des associations ponctuelles. Est-ce sur que l'écologie, voilà, exactement. Et en plus, quand on sait que c'est une base peut-être commune pour attaquer d'autres forces politiques, dont on sait que peut-être elles vont prendre la suite après M. Bayrou. Donc, ce qui veut dire qu'on a quelque chose qui peut-être à ce moment-là deviendra plus intéressant, parce qu'il faudra bien trouver une vraie opposition qui se déroulera d'une autre manière. J'y crois peu avant 2027 parce qu'il y a quand même les échéances municipales où, pour le coup, sur le terrain, les Républicains sont plutôt en alliance avec Ensemble pour la République, très concrètement, alors que les forces de gauche s'unissent et que le RN va se retrouver, à mon avis, toujours dans une sorte de solitude de présentation de candidats, et encore moins pour la présidentielle où, là, pour le coup, on a une préqualification presque au premier tour pour le parti Rassemblement national. Est-ce qu'il y aura des conversations selon la finale et quelque chose qui préambulera peut-être législative à ce moment-là? Parce que ça dépendra de la situation politique. Là, on pourra peut-être y penser, et en tout cas l'imaginer, mais ça dépendra du rapport de force qui aura eu lieu à ce moment-là. Moi, je pense que c'est plutôt ponctuel et sur des textes précis, peut-être davantage s'il y a une instabilité politique qui bascule le gouvernement du centre-droit et des droites vers le centre-gauche, vers les gauches. Là, on verra peut-être autre chose, mais concrètement et structurellement, j'y crois pas. On termine avec une figure qui fait parler d'elle en ce moment, c'est Rachida Dati. Selon un sondage réalisé pour La Tribune dimanche, l'actuelle ministre de la Culture arriverait très largement en tête du premier tour des élections municipales à Paris. Mais elle est aussi fortement éclaboussée par les affaires. Il y a d'abord sa mise en examen pour corruption passive dans l'affaire Carlos Ghosn, et puis plus récemment, des révélations concernant ses liens avec l'entreprise GDF Suez. Elle est soupçonnée de conflit d'intérêts. Écoutez comment elle s'en est défendue sur le plateau de C'est à vous. Il n'y a pas de révélation. Ces documents appartiennent au même dossier. D'accord. Monsieur Cohen. D'accord. Et la question était de savoir, est-ce que ces revenus de GDF Suez ont été déclarés au Parlement européen dans la mesure où ne vous êtes pas déportés lors des votes au Parlement européen qui concernaient ce dossier. Vous savez comment ça marche au Parlement européen? Vous savez comment ça marche? Vous portez des amendements à titre personnel? Vous savez comment ça marche? Vous savez très bien que c'est des groupes politiques. Donc voilà. Donc vous n'avez pas d'éléments de ce qui a été dit. Est-ce que vous avez été vérifié? Monsieur Cohen, il y a une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement, management toxique. Non, pas. Pour être... Si, l'enquête Mediapart qui est ressortie
très récemment. Est-ce que c'est vrai, Monsieur Cohen? Est-ce que vous harcelez vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Non, est-ce que c'est... Non, mais on vous accuse de harcèlement. Oui. Monsieur Cohen, est-ce que c'est vrai? Voilà, la meilleure défense, c'est une bonne attaque, comme on dit. Est-ce que c'est une stratégie efficace dans le cas de la ministre de la Culture ou c'est plutôt risqué? C'est-à-dire qu'elle est Rachida Dati, là, pour le coup. Effectivement, elle se promène avec un nombre de casseroles assez impressionnant. Ça fait beaucoup de bruit quand elle se balade, mais en même temps, elle a toujours été celle-là. Et Nicolas Sarkozy, à son temps, l'avait largement mis en avant, rappelons-nous, à l'intérieur de son ministère, puis ensuite comme ministre, parce que c'est ça, c'est la capacité d'attaquer, de contre-attaquer, de ne pas avoir peur de son interlocuteur. Et ça, c'est très clair que là, elle parle d'une enquête Mediapart, alors que c'est un article, il n'y a pas d'enquête proprement dite, c'est pas une enquête de justice, mais elle met en difficulté son interlocuteur sur le même plateau médiatique dont il est un des acteurs principaux. Donc c'est vraiment ça. Le pari pour elle, c'est pas tant de contre-attaquer systématiquement, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de procès sur ces questions pour elle avant l'élection municipale, c'est-à-dire maintenant, d'ici un an, on va dire très concrètement, un peu moins même maintenant. Donc tout le travail de ces avocats, et là c'est plus l'avocat de Rachida Dati, c'est les avocats de Rachida Dati, c'est le travail de procédure pour éviter que ces procès aient lieu auparavant, parce que pour le coup elle sera en difficulté, peut-être même en incapacité de se présenter, et donc c'est un vrai challenge pour elle. Elle est ministre de la Culture, maintenue par Emmanuel Macron, maintenue et remaintenue, rappelons-nous quand même que c'est quelque chose qui est là depuis qu'elle est entrée, qui a été la prise de guerre, rappelons-nous, sur les Républicains. C'était quand même un truc. Et le pari, c'était effectivement Paris. Alors même que Gabriel Attal a même, pour le coup, très envie. Elle est partie en même camp que le président de la République. Donc, oui, il faut faire attention pour elle que... Les Français, en tout cas, lui en tiennent pas rigueur. Mais non. Et surtout, l'enjeu majeur pour elle, c'est que la loi Paris-Lyon-Marseille, la loi électorale qui bouleverse le mode de scrutin, soit vraiment votée, puisqu'elle a été bloquée au Sénat par l'Assemblée nationale, parce que sinon, ça va être quand même compliqué, même avec 38% au premier tour. Merci beaucoup, Jean-Christophe Gallien, d'avoir balayé avec nous l'actualité politique de la semaine. Restez avec nous. Tout de suite, c'est le journal de l'Afrique présenté par Clarisse Fortuny.